Bonjour à tous. Donc effectivement en français, mais j'imagine qu'avec l'application HeyGen, GenAI que vous connaissez tous, on aura l'occasion de vous envoyer le replay également en anglais. Donc je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Stéphane Puydarieux, Chief AI Officer, Jocelyn Kéroubi, AI Directeur chez SLB Schlumberger et Clément Dietschy, cofondateur et CEO de Ask for the Moon. On va commencer avec une petite introduction chacun, expliquer votre rôle au cœur de cette transformation IA. Si vous pouviez vous présenter, Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis effectivement Chief AI Officer chez Orano, ex-Areva, grand groupe français de l'énergie, de l'industrie nucléaire. Nous sommes aujourd'hui un peu plus de 17 000 personnes à travers le monde et présents sur l'ensemble du groupe, du cycle de la matière nucléaire, donc de l'exploitation des mines d'uranium jusqu'à la valorisation de la matière nucléaire en passant par l'ingénierie, les projets, les services aux sites et aux centrales nucléaires, le transport de matière, le recyclage des combustibles usagés, la fabrication de combustibles, le démantèlement d'installations nucléaires anciennes, et je n'oublierai pas non plus l'activité médicale, puisque nous sommes présents dans le développement et la mise sur le marché de protocoles et de produits pour le traitement de cancers agressifs via des produits de radioimmunothérapie alpha. Donc un impact multisecteur, vous êtes présent sur une variété de secteurs. Et donc Jocelyn, si vous pouviez... oui, d'abord un rappel sur SLB, donc anciennement Schlumberger, donc c'est un grand groupe en fait de technologies dans le domaine de l'énergie avec des activités qui étaient au départ pour pétrole, gaz, et puis maintenant on se dirige plus sur les nouvelles énergies. Une entreprise française qui a été fondée dans les années 1920, qui est fondée vraiment sur la technologie. Au départ, c'était pour faire des mesures du sous-sol. Donc on est spécialisé pour vraiment le design d'outils pour faire des mesures, acquérir ces mesures, les traiter et puis les interpréter. Moi, de mon côté, j'ai commencé chez SLB en 2006 et en fait, j'ai fait après toute ma carrière. Et maintenant, je suis à la tête d'un labo d'intelligence artificielle. La particularité, c'est que ce labo est à l'intérieur d'un centre technologique qui est situé à Clamart, où il y a 1200 personnes. On est un groupe de 20 personnes pour pouvoir justement augmenter les synergies avec tous les experts. Et donc, je m'occupe de ce labo depuis le début, où il n'y avait que 2 personnes au début. Donc, je l'ai vraiment monté, je l'ai fait évoluer jusqu'à maintenant, bien sûr, l'IA générative. Et la deuxième casquette, c'est que je continue, moi, à faire de l'IA, à enseigner. Donc, j'ai une casquette technique. C'est pour ça qu'il y a écrit scientifique advisor dans mon titre. Voilà. Clément, en tant que cofondateur et CEO de Ask for the Moon. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Clément Dietschy, je suis le PDG de Ask for the Moon. Nous sommes une plateforme de gestion des savoir-faire pour l'industrie, knowledge management en anglais. Nos clients, cela va être Airbus, SNCF, Eiffage, Vinci, Framatome. Et notre métier, c'est d'assurer que celles et ceux qui savent, ceux qui ont les solutions d'aujourd'hui et de demain, soient capables le plus facilement et le plus rapidement possible de diffuser leur savoir à travers l'entreprise. Et pour ça, on va utiliser l'intelligence artificielle avec toujours chez nous une philosophie, c'est l'humain qui a le savoir, c'est le métier qui crée la valeur. L'IA n'est pas là pour le remplacer, l'IA n'est pas là pour l'invisibiliser. L'IA sert simplement à augmenter la portée et la valeur du savoir que les hommes et les femmes ont déjà dans leur tête. Et c'est pour ça que je suis très content de participer à cette table ronde à propos de l'IA au service du métier. Exactement, parce que le thème, c'est effectivement comment insuffler cette culture de l'IA générative au sein des entreprises et des métiers en particulier. Et ce qui est intéressant ici pour démarrer, c'est de savoir comment l'avant et l'après l'IA générative, comment ça a modifié cette culture, comment vous avez vu se transformer un peu votre écosystème. Stéphane ? Alors, pendant des années, l'IA, c'était du machine learning, du deep learning, du code, des algorithmes, des mathématiques, des statistiques, des volumes monstrueux de données. Ça ne faisait pas rêver grand monde. C'était rébarbatif, c'était fastidieux. On n'était pas nombreux. On a démarré il y a une quinzaine d'années, on était une toute petite poignée au niveau du groupe. On a développé cette activité malgré tout. Aujourd'hui, on est une trentaine de data scientists dans le groupe.
Le rôle des data scientists, ça a été pendant longtemps, et ça l'est toujours d'ailleurs, un rôle d'interprète, un rôle de traducteur. Le métier a un problème, il a une question physique, technique, scientifique. Et le rôle du data scientist, ça a été pendant longtemps, c'est toujours de traduire en langage mathématique, en équations et en solutions, un problème de corrosion, un problème de génie chimique, un problème de métrologie, un problème de mécanique ou autre. Les sujets d'IA classiques, nous en avons toujours, c'est à peu près 50% du portefeuille de sujets IA aujourd'hui dans le groupe. Mais l'IA générative nous apporte autre chose. Elle apporte un autre visage de l'IA, d'autres types de sujets, d'autres perspectives, également d'autres craintes. Et concernant la culture de l'IA, eh bien, l'IA générative a un peu tout chamboulé depuis 2 ans. On voit en fait l'autre face de la pièce. Ça n'est plus un sujet réservé à des experts. Tout le monde peut en faire avec certaines plateformes, sans développer, sans coder. On a des plateformes no-code, low-code, qui nous proposent de le faire très facilement. On n'a pas besoin d'une compétence particulière pour être capable de développer une application pour notre métier. Cette IA, elle arrive, l'IA générative arrive dans l'industrie après avoir envahi l'espace public. Donc tout le monde en a déjà rencontré une, en a déjà utilisé une, a déjà joué avec. Tout le monde en veut une. Tout le monde en veut une pour l'aider dans son quotidien au travail. Notre direction générale est convaincue, les cas d'usage sont extrêmement nombreux. En moins de 6 mois, le nombre de cas d'usage en IA générative identifiés au niveau du groupe a plus que doublé. La direction aimerait que ça aille plus vite, nous aussi, mais c'est quand même malgré tout assez compliqué. Compliqué pourquoi et long à mettre en œuvre pourquoi parce que nous travaillons avec des systèmes d'information compliqués, multi-sites, multi-générations, certains ont plus de 30 ans, des données qui sont parfois hautement sensibles, qu'on ne peut évidemment pas mettre massivement dans le cloud, des réseaux qui parfois à l'origine ont été conçus pour ne pas communiquer entre eux, alors que ce qu'on voudrait justement c'est croiser leurs données. Donc physiquement c'est très compliqué à faire. Concernant les cas d'usage, comme pour l'IA classique, nous travaillons avec les métiers, la main dans la main, et comme pour l'IA classique, nous avons également un rôle à jouer en matière d'exploration, de foisonnement, d'innovation et d'industrialisation des cas d'usage. Ça ne doit pas rester en laboratoire. Oui, donc ce qui est intéressant de voir, c'est, Jocelyn, vous allez pouvoir aussi nous expliquer cette accélération, comment vous avez aussi embarqué un peu tout le monde, donc c'est intéressant de voir. Racontez-nous un petit peu avant-après également. Oui, alors en fait, l'adoption et l'acculturation, en fait, ça date vraiment du début aussi du labo qu'on a fondé, parce que l'idée de départ, c'était on veut accélérer justement l'IA chez SLB. Et dès le début, on s'est dit, il y a plusieurs choses qu'on veut faire. Déjà, il faut mettre le domaine en premier. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va faire un projet IA si on a un expert domaine qui s'assoit à côté d'un data scientist pour travailler. C'est important pour tout ce qui est collection de données, compréhension de la donnée, mais aussi pour la construction du modèle, pour la définition du projet et bien sûr après pour l'adoption. Donc ça c'est quelque chose de très important pour nous. Et la deuxième chose c'était le fait de favoriser l'adoption. Et donc pour l'adoption, donc déjà c'est cette parité avec le domaine, mais c'est beaucoup d'initiatives d'éducation, donc de faire des formations en interne, d'expliquer ce que peut faire l'IA, mais aussi ce que ne peut pas faire l'IA pour gérer un peu les attentes des personnes. Donc ça, c'était très important pour nous. Donc, quand on est arrivé ensuite sur l'IA générative, donc il y a eu vraiment une accélération un petit peu de ce qui s'est passé, donc comme si on mettait à l'échelle un petit peu ce qu'on avait déjà fait sur le labo. Donc c'est comme ce que disait Stéphane, tout le monde veut en faire. Pourquoi ? Parce que ça fait maintenant partie du quotidien. Il y a des résultats qui étaient à première vue, en tout cas, très impressionnants. Et puis ça touche toutes les fonctions.
Donc, notamment, moi, ce que j'ai vu et ce qui a vraiment favorisé l'adoption, c'est bien sûr, l'accès à la connaissance, donc à des bases de données différentes pour pouvoir justement optimiser la connaissance, parce que les experts, il n'y a pas forcément beaucoup d'experts, les experts aussi peuvent partir à la retraite, voilà, donc c'est gérer les experts, et peut-être aussi même, parce que nous on fait des logiciels pour tout ce qui est codage, assister les personnes qui vont coder. Donc ça c'est très important. Alors, je pense aussi qu'il y a une facilité d'utilisation qui est de plus en plus importante. Donc maintenant, on arrive très facilement à même re-entraîner des modèles pour les spécialiser pour notre domaine. Donc ça a vraiment favorisé l'adoption et ça, c'est très important. Même sur des projets qui sont plus spécialisés, en fait, maintenant, on est, disons, en plus de l'IA générative, il y a quand même des modèles de plus en plus gros qui sont capables de faire différentes tâches. Et l'idée, c'est que, comme disait Stéphane, on n'est plus dans une idée où il faut énormément de données pour réentraîner et faire du transfer learning, c'est ce qu'on disait avant. Maintenant, on arrive avec peu de données, donc ce qu'on appelle aussi du frugal aussi, c'est-à-dire peu d'annotations, d'arriver à entraîner un modèle qui est spécialisé et qui peut marcher. Donc ça change un petit peu la donne et ça permet une meilleure adoption puisque les gens en fait et les experts se rendent compte que peut-être avec moins de données, ils peuvent beaucoup arriver à quelque chose de très efficace. Oui, justement, ce qui est intéressant maintenant, c'est de comprendre en termes de méthodologie, d'étapes, de process, comment vous avez accompagné cette accélération. Est-ce que vous avez des cas concrets, justement, à nous donner Stéphane, si vous voulez aborder cette partie-là. Alors, des cas concrets, des exemples de sujets dans le domaine de l'IA générative, on en a énormément, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est à peu près 50% de nos cas d'usage identifiés, donc un peu plus de 80 cas. Évidemment, le plus fréquent, c'est l'utilisation et l'exploitation de la base de connaissances que l'on a. Le métier a une base de connaissances, une antériorité, souvent documentée, largement documentée, et il a envie de pouvoir interroger cette base de connaissances d'une manière précise pour comprendre une situation qu'il vit aujourd'hui, qu'il a peut-être déjà vécue il y a 10 ans ou il y a 20 ans, et qui est tracée quelque part. On le retrouve dans tous les domaines, dans tous les métiers, que ce soit les procédés industriels, les brevets, la sûreté, la réglementation, la RH, notamment, à travers l'analyse des accords d'entreprise multisites que l'on peut avoir dans le groupe. C'est également la recherche d'informations et d'éléments relatifs à la pérennité d'équipements sur des installations qui ont plusieurs dizaines d'années. Donc là, c'est d'aller chercher dans des documents, dans des plans qui peuvent avoir 20, 30 ou 40 ans, des informations concernant la possible corrosion et la pérennité ou la fragilité d'un équipement. C'est également évidemment la génération de code qui est aujourd'hui utilisée par pratiquement tous les codeurs chez nous au niveau du groupe. L'apport n'est pas monstrueux, mais c'est en gros 20-25% de temps gagné à peu près. Donc on voit que c'est vraiment par la démonstration, par la preuve, par le démarrage de use case à valeur ajoutée, que cette acculturation, cette appropriation se fait. Et justement, ce qui est peut-être aussi intéressant, Jocelyn, c'est en termes de formation, d'accompagnement des équipes. Vous avez travaillé aussi pas mal avec les RH, l'un et l'autre. Quelles ont été les étapes pour diffuser cette culture ? Alors, auparavant, pour l'IA, on avait fait tout un programme de formation. Donc, il y a ce qu'on appelle des démystifications pour expliquer comment ça marche, mais il y a aussi tout un programme qu'on a mis en place pour pouvoir former même des personnes qui avaient une expertise domaine pour les former sur, justement, l'IA. Pour tout ce qui est IA générative, on a commencé par des conférences ou une partie éducative pour expliquer, justement, ce que c'était, ce que ça pouvait faire, mais aussi les risques, parce qu'on est une entreprise où on a des données clients, on est une entreprise où on a beaucoup de propriété intellectuelle, donc on n'est pas parti trop vite, on a fait d'abord un petit peu attention.
Et après, on avait, disons, deux parties. Une partie qui est plutôt pour une large audience. Donc là, on a mis en place justement un accès à un chat GPT en interne. Et puis, on a commencé aussi à mettre le guide Copilot pour les personnes qui étaient software engineers. Et on a travaillé sur justement comment on allait pouvoir favoriser l'innovation. Donc pour favoriser l'innovation, on a mis en place une organisation qui permet de soumettre des projets, de vérifier la partie légale et de mettre à disposition après une API Azure pour pouvoir utiliser et développer ses propres produits ou ses propres concepts pour pouvoir favoriser l'innovation. Après, moi, de mon côté, comme je suis dans un labo qui est plus spécialisé, c'était plus une partie où j'ai fait beaucoup de workshops pour toutes les divisions, pour toutes les unités business qu'on a, pour pouvoir éduquer, capturer tous les use cases qu'on a. Donc, on part de 100 use cases et puis après, filtrer, regarder ce qui a le plus de valeur. Et après, toute une partie organisationnelle pour l'inclure dans le portefeuille de projet, pour pouvoir ensuite y travailler avec plusieurs équipes en 2025 pour pouvoir le mettre en production. Voilà. Justement, je pense que le témoignage de Clément va être intéressant, comme vous êtes en contact avec pas mal d'entreprises, par rapport à votre plateforme, cette connexion des savoirs, cette transmission de la connaissance, comment ça se passe? En fait, lorsqu'on essaye d'avoir un impact direct sur le cœur métier, c'est-à-dire cadence, qualité, innovation, lorsqu'on vient de l'extérieur et lorsqu'on arrive avec une IA généraliste, on est hors sujet, hors sol. Donc la première chose à aller faire, c'est aller chercher les sachants, les experts, les anciens et leur demander c'est quoi vos problèmes et comment je peux faire pour vous aider. Et là, chez Eiffage, Energy System, ils racontent d'une façon très claire, on a des solutions ad hoc déployées chez un client et les autres clients commandent souvent la même chose, mais au lieu de réutiliser ce qui est déjà développé, on réinvente la roue. Il faudrait être capable de trouver en interne ceux et celles qui ont déjà développé les solutions pour pouvoir les réutiliser. Pour ça, comment on fait? À travers un groupe de plusieurs milliers de personnes pour trouver la bonne personne, réseau de neurones. Comment on fait pour que ces personnes puissent communiquer entre elles quand elles ne parlent pas la même langue, lorsqu'elles n'utilisent pas le même vocabulaire? IA générative. Mais c'est toujours l'humain qui s'exprime et c'est toujours les humains qui se parlent, puisque la valeur, vous la créez lorsque quelqu'un a besoin et d'autres personnes ont des solutions. Chez Airbus, lorsque quelqu'un pose une question sur le manuf engineering, sur la production des prochains Airbus, ceux qui vont diviser par 2 l'impact carbone, il n'y a pas une seule personne dans l'entreprise qui a la réponse, et encore moins un chatbot. C'est 4, 5, 6 personnes qui ont chacun un morceau de savoir-faire, qui, si on les met ensemble au bon moment autour de la bonne conversation, sont capables de chacun apporter leur pierre à l'édifice. Qui va permettre de faire cette synthèse, l'IA générative? Qui va ensuite chercher les bons validateurs pour certifier cette réponse? Parce qu'en fait, à la fin, on est sur des industries critiques et on n'a pas droit à l'erreur. Encore une fois, on peut utiliser l'IA pour aller chercher les bons validateurs. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive à vraiment avoir un impact. C'est en écoutant le métier, en reliant les personnes, en réduisant l'espace et le temps. Et c'est à ça que sert l'IA chez Ask for the Moon, réduire l'espace et le temps entre ceux et celles qui créent la valeur pour que justement, à plus grande échelle, à scale, le plus rapidement possible, tout le monde puisse s'en emparer. Et évidemment, vous utilisez aussi des LLM pour traiter toutes ces grosses bases de données, d'informations, et pour cette continuité en fait, du savoir, parce qu'il y a beaucoup de savoir tacite, hein, on en parlait énormément en préparant cette conférence. Donc c'est aussi comment capter aussi toute cette connaissance en interne et la transmettre avec des workflows de validation. Donc ça, c'est aussi très important. Et évidemment, les LLM permettent de traiter d'autant plus d'informations. Donc justement, parce qu'il nous reste quelques petites minutes, ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir quelles sont les clés du succès pour vous, quelles sont les règles d'or, en tout cas ce que vous pouvez partager, et comment vous projetez avec cette IA générative, cette acculturation pour 2025 et les années à venir. Stéphane, si vous voulez... Alors, dans le groupe, nous avons historiquement une grande culture de l'innovation, du challenge, de la technologie. Si on devait retenir quelques messages clés, les messages seraient simples. Premièrement, concentrons un maximum d'énergie, de ressources, d'efforts et de compétences sur quelques sujets d'IA
majeur, avec une forte valeur ajoutée. Évitons de nous disperser. Retenons quelques sujets à enjeux majeurs, particulièrement complexes. Deuxième point, nous avons aujourd'hui énormément d'offres sur le marché pour des plateformes. Eh bien, choisir une plateforme la plus agile, la plus flexible, la plus agnostique possible pour être capable de développer rapidement des solutions industrialisables. Et puis, troisièmement, eh bien, continuons d'explorer les possibles, continuons d'innover, continuons de faire de la veille technologique, de faire des POC, de foisonner, d'imaginer des idées, de regarder ce qui est mis sur le marché et utilisé chez nos partenaires, dans des startups ou dans n'importe quelle relation. C'est un domaine qui change très vite, il ne faudrait surtout pas rater un train. En quelques mots, n'attendons pas que les solutions d'IA générative soient parfaites, parfaitement matures, complètes. On en est encore très loin, mais par contre, il y a des gains, il y a de la valeur à prendre maintenant. Eh bien, prenons déjà cette valeur dès maintenant. Et un dernier mot, n'oublions pas quand même que nous devons rester vigilants en matière de protection de nos données, en particulier dans nos domaines où les données sont sensibles. Et puis n'oublions pas non plus que quoi que l'IA puisse faire, quoi que l'IA générative puisse apporter, l'humain reste toujours le seul et unique responsable de ce qu'il a écrit, de ce qu'il a utilisé, de ce qu'il a publié, de ce qu'il produit. Effectivement, l'humain au cœur de cette transformation. Et donc, Jocelyn, votre retour d'expérience et vos perspectives 2025 ? Oui, je vais être très rapide, je vois que c'est time out. Donc oui, moi je pense que pour 2025, on est plutôt dans la partie mise en production, en tout cas pour tout ce qui est IA générative. Pour l'adoption, il faut créer des succès, faut montrer que ce n'est pas que des concepts, qu'on est capable de mettre quelque chose qui sera à disposition d'un grand nombre de personnes, qui marche, qui est robuste, avec des couches de sécurité, qui gère des possibles hallucinations, tout ça. Donc ça, c'est quand même une différence entre un concept et puis quelque chose qui est mis en production. Et puis bon, ça c'est court terme, mais il y a aussi, comme ce que disait Stéphane, aussi de créer, d'avoir une vision et d'avoir une ambition par rapport à ça, de rester pour moi, justement, centré sur le domaine, mais tout en adoptant ces nouvelles technologies qui vont nous permettre, je pense, dans les perspectives, d'orchestrer des systèmes, d'utiliser de l'IA plus conventionnelle, des simulations, de la physique. Peut-être que justement, cette IA générative nous permettra de faire le lien entre plusieurs disciplines beaucoup plus facilement. Et voilà, je pense que c'est très ambitieux. Un écosystème hybride où l'ancien cohabite très bien aussi avec l'innovation. Clément, un mot de conclusion par rapport à vos expériences et déploiements de Ask for Moon? Avec plaisir. Je pense qu'on est tous d'accord dans cette salle que l'IA générative est là pour apporter de la valeur au métier, pas pour le remplacer, pas pour l'invisibiliser. Et c'est bien dans cette optique-là, je pense que tout le monde dans ce panel, mais je pense dans cette salle, a envie d'avancer. Comment on fait pour faire passer à l'échelle des nouvelles innovations? Comment on fait pour diffuser les savoir-faire qui sont les savoir-faire de demain? On a parlé avant de décarbonation. Aujourd'hui, les solutions de décarbonation ne sont pas dans la documentation, puisqu'il faut les inventer. Et donc, c'est ceux et celles qui sont en train de travailler aujourd'hui, qui ont l'expérience du terrain, qui vont être la source de la documentation de demain. Et l'IA générative peut drastiquement accélérer la diffusion de ce savoir. On parlait juste avant de la formation des électriciens, ou en tout cas de faire en sorte que n'importe qui puisse s'inventer électricien. Là, on a une bonne application. Diffuser la connaissance, diffuser le savoir, qui va nous permettre de relever les défis de décarbonation, mais aussi de performance et de cadence de l'industrie. Si ça vous intéresse, on est disponible en bas, et je fais un talk en toute fin de journée, Chatbots will kill innovation, ou comment utiliser l'IA générative pour vraiment augmenter la performance de l'entreprise. Et je suis ravi de vous accueillir. Merci à tous. Donc l'acculturation IA, un accélérateur de transformation business, bien évidemment,
avec l'humain au cœur. Voilà, merci à tous. Au revoir.